Ma chère collègue, Madame Rouziou, après ces deux très importantes communications, nous vous écoutons sur recherche et infection à VIH. Merci. Je remercie Emmanuel, évidemment, de cette invitation. Je suis virologue médicale, hein, donc je dois vous dire que je ne me sens pas tout à fait la même légitimité que mes collègues à être à cette tribune. Mais en même temps, je suis très heureuse parce que je pense que le sida a beaucoup appris et a beaucoup travaillé sur les problématiques et on a eu beaucoup de choses ensemble avec Emmanuel depuis longtemps. Mais encore une fois, je n'aurai pas vos éléments de langage et l'objectif pour moi est de vous montrer un peu quelques exemples qui nous posent encore actuellement, enfin qui nous posent actuellement beaucoup de problèmes dans la construction de la recherche et en quoi toutes les nouvelles recherches actuelles sont d'actualité pour le sujet qui vous préoccupe. Alors, bien sûr, je me suis préoccupée de relire les textes pour être sûre d'être en phase et j'y ai trouvé tout ce que je voulais. C'est évident que le devoir de recherche qui est posé comme un impératif et qui conditionne les avancées de nos connaissances biomédicales est assorti à d'autres obligations. Oui, ça c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'on les oublie, qu'elles sont souvent oubliées. Elles portent sur le respect, sur la reconnaissance des droits de la personne. Là, en l'occurrence, la déclaration des équipes nous permet à l'activité de recherche de se développer dans un souci de dignité, de loyauté et de justice. Quand on a dit ça, c'est sûr qu'effectivement, qu'on pense aux recherches du Sud, je vous remercie d'un certain nombre de points que vous avez soulevés. Nos travaux au Sud nous posent un certain nombre de problèmes et on y reviendra. Donc pour moi, l'objectif de cette présentation, c'est de regarder quelles sont les recherches actuelles et les enjeux en matière d'infection à VIH qui mérite une réflexion particulière, prenant en compte cette déclaration d'Helsinki, prenant en compte le problème de la protection des personnes atteintes et en particulier des personnes vulnérables. Alors, revenons un petit peu au passé. La prise en charge et les recherches de l'infection à VIH, pour moi, ça reste un exemple, même si je ne connais pas bien les autres domaines, donc c'est facile à dire, qui, depuis le début de l'épidémie, on a essayé quand même de prendre en compte un certain nombre de ces préoccupations. Et c'est vrai que, Emmanuel s'en souvient, dès 1986, on a essayé d'imposer les consentements éclairés, les lettres d'information, le retour des résultats aux patients. Ça, c'est un truc qui, même encore maintenant, nous pose énormément de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le médecin doit garder pour lui? Qu'est-ce que le patient est capable de comprendre? En fait, il est capable de comprendre ce qu'on lui explique. Et donc, effectivement, ces difficultés que nous avons eues au moment de la constitution des cohortes. Vous savez, ces cohortes, c'est le suivi de patients séropositifs. Alors, on a fait des cohortes de sujets séropositifs. Séroco, à l'époque, c'était au moment du dépistage. Et puis après, la cohorte d'enfants infectés, nés de mères séropositives. Au début, on en avait beaucoup. On n'en a plus en France. Et donc, l'objectif est d'avoir les mêmes résultats au Sud. Le fait est qu'on a vécu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que finalement, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas l'écrire, ils signaient en bas d'une page. Non, ce n'est pas vrai tout ça. Moi, j'ai trouvé que les plus grandes réticences étaient plutôt les réticences médicales et que c'était le pouvoir médical qui se sentait bousculé dans cette acceptation, dans cette obligation de demander un consentement aux patients. Et donc, ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est la participation des associations qui ont bousculé les médecins considérablement dès la constitution des programmes de recherche. Et en matière de VIH, voilà, les associations ont très rapidement participé à la construction de nos programmes de recherche clinique. Et ça, je pense que c'est assez exemplaire. Le TRT5, vous en avez entendu parler ce matin, on connaissait bien ça avec Emmanuel pour l'avoir vu sa constitution à l'ARCAT avec Jean-Florian Mettetal. C'était vraiment un programme où les idées étaient considérablement plus riches dans les associations que ce qu'on pouvait voir à l'hôpital où finalement on était quand même relativement débordé par la gravité de la situation. On a eu sans doute une très grande chance d'avoir une agence qui s'appelle l'Agence nationale de recherche sur le sida. Bien sûr, ça nous a donné des budgets récurrents, donc les autres disciplines nous ont dit « vous êtes que des vénards ». C'est un petit peu vrai, mais en fait, ça a été une agence beaucoup plus que simplement une agence de financement. Ça a été un cadre de réflexion sur l'éthique de la recherche, notamment pour les pays du Sud, où... je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins la réflexion est continue et aucun programme de recherche. Moi, j'ai été présidente du comité de
des projets de recherche dans les pays du Sud. Et je peux vous dire que ces préoccupations, on a un anthropologue dans notre groupe de sélection des projets, et toujours, on a des sociologues. Et donc, l'objectif est vraiment de faire viser les projets de recherche, non seulement par les immunologistes, les virologues, les docteurs, mais aussi par les anthropologues, pour voir que les conditions de la recherche qui vont être menées au Sud vont être menées dans des bonnes conditions. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres comités de recherche, mais voilà, ça continue. Je ne dis pas qu'on est parfait, je dis que ça continue à nous préoccuper énormément. Au total, finalement, on est quand même encore en France, on est le 2e pays pour ce qui concerne du nombre de publications sur la recherche sur le VIH, mais beaucoup par les recherches cliniques, thérapeutiques. On est un grand réseau de médecins français avec de très nombreux sites sur toute la France. Donc c'est vrai que c'est une richesse très importante que ce trésor de guerre de la recherche clinique qui s'étend bien sûr dans nos recherches aux pays du Sud. Donc c'est vrai que c'est plus les recherches cliniques qui nous posent des questions éthiques que les recherches fondamentales. Malgré tout, on reviendra un petit peu sur quelques-uns des sujets. Donc finalement, si on réfléchit, c'est quoi le problème du sida actuellement? Le principal enjeu pour nous, c'est de réduire et de contrôler à terme l'épidémie. Ça devient de l'ordre du possible si l'on voit la réduction de la prévalence dans des pays comme l'Ouganda. Même des pays comme ça ont réussi. L'Afrique du Sud nous donne des leçons d'éthique absolument fantastiques avec les politiques de dépistage extrêmement bien organisées, intelligentes, vivantes, actives. Et donc, voilà, moi j'ai l'habitude de dire aux autres, on a beaucoup à apprendre au Sud. Et il y a certains papiers même de biologie médicale qui montrent qu'ils sont extrêmement inventifs et que faut pas croire qu'on transpose toujours notre science à eux. L'image de la maladie VIH a énormément changé. Ça n'a plus rien à voir. On a une mortalité qui a vraiment beaucoup baissé. Il reste encore une mortalité, effectivement. Les progrès considérables sont liés aux très nombreux médicaments qui sont maintenant disponibles. Ils sont très efficaces. Les patients les prennent beaucoup mieux parce qu'il y a un comprimé par jour, parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Les effets secondaires ne sont plus visibles. Et la vie sociale, la vie familiale et la vie professionnelle est totalement possible à long terme. Et donc on est face à une maladie chronique avec l'hôpital qui s'est finalement un petit peu vidé et les problèmes vraiment considérablement différents d'une prise en charge à long terme. Ça, c'est le Nord. La grande révolution depuis 3-4 ans vient du fait que tout converge pour montrer que plus on traite tôt, mieux c'est. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut traiter tout le monde. Vous voyez les engagements politiques, économiques, humains qu'il faut pour le Nord, pour le Sud, traiter tout le monde systématiquement, et on va le voir pourquoi, il faut traiter à vie. Il faut traiter le plus tôt possible, dès le diagnostic. Il faut empêcher la progression. On traite pour empêcher la progression du sida, bien sûr, mais élément essentiel à la discussion aujourd'hui pour réduire la transmission sexuelle. Si on traite, il n'y a plus de virus dans le sperme et la transmission sexuelle est considérablement réduite. On peut réduire l'épidémie avec l'utilisation des traitements. Et donc, les traitements sont accessibles. Les patients en ont reçu maintenant plus de 20 ans. Donc, voilà, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là pour le Nord, on ne peut pas en rester là pour le Sud. Alors, un tout petit peu de virologie, je suis désolée, je suis obligée de vous raconter ce que c'est qu'une cellule infectée. Vous avez un petit schéma ici avec le virus en haut à gauche qui va rentrer dans la cellule. Ce virus est un rétrovirus, il va inclure son matériel génétique dans le chromosome de la cellule. Et la cellule tolère tout à fait ce petit bout d'ADN supplémentaire sans aucun problème. Elle retourne à l'état de latence, à l'état de dormance. Et en plus, c'est un lymphocyte mémoire à très longue durée de vie qui est capable de se multiplier facilement. Donc, on a une infection totalement définitive de l'organisme. Ce provirus, qui est donc entouré en rouge sur cette diapositive, c'est le virus intégré. Il est totalement inaccessible au traitement. Les traitements antirétroviraux bloquent la réplication, mais c'est virus statique. Dès qu'on arrête le traitement, le virus repart. Donc, on n'élimine pas du tout l'infection de l'organisme. Les cellules persistent, elles prolifèrent, et le système immunitaire est complètement aveugle à ces cellules. Donc, on n'a pas d'éradication de l'infection par les traitements actuels, et en plus, il faut les prendre à vie. Vous imaginez, on est à 35 millions de sujets infectés, 35 millions de traitements annuels
pour au minimum 20 ans, on espère même plus de 40. Imaginez que la génération future, les jeunes enfants affectés actuellement, ils en ont pour toute leur vie devant eux. Donc on a un devoir de recherche sur les traitements qu'on appelle cure. Alors le sujet cure ou le sujet réservoir, les réservoirs, c'est ces cellules qu'on vient de voir là, infectées avec ce provirus. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, sur lequel j'investis beaucoup de mon temps, avec la question de la guérison. C'est un sujet vraiment maintenant pris en charge par beaucoup par le NIH aussi. 45 millions de dollars, on est loin de ce budget-là donné en France, mais bon, on continue à travailler. Alors l'objectif pour nous, c'est d'éliminer ces cellules infectées, ces cellules réservoirs. Alors vous allez voir un peu la question. Donc on va utiliser des traitements anti-latence. Et quelles sont les possibilités actuellement? Les traitements qu'on connaît, qui ont été un peu utilisés chez l'homme un petit peu, ce sont beaucoup d'anticancéreux. Vous imaginez, vous connaissez très bien la toxicité des anticancéreux, vous imaginez que quelqu'un qui a une vie sociale, familiale et professionnelle normale, il n'est pas question de lui donner la même chose que quelqu'un qui a une espérance de vie de moins de 6 mois. Et de fait, on a les uns et les autres des positions extrêmement différentes dans ce qu'il faut essayer. On est très poussé par le directeur de la NRS qui nous dit qu'il faut qu'on avance. On a une avance considérable avec tous les travaux qui ont été faits en France sur les réservoirs. Il faut avancer, il faut avancer. Et moi, je reste quand même, voilà, on a un gros problème. Quel patient faut-il traiter? Sur quel marqueur? Dans quel type de programme? On manque de données, on manque de résultats, on manque de connaissances suffisantes pour commencer à tester. Et vraiment, la phrase de la déclaration des Helsinki est là. Le médecin ne doit entreprendre une étude que s'il estime que les risques sont correctement évalués, qu'ils peuvent être contrôlés de manière satisfaisante. Il doit être mis à terme à la recherche si les risques se révèlent l'emporter sur les bénéfices. Et les preuves consistantes de résultats positifs et des bénéfices qui sont apportés. Et donc là, ça s'applique totalement. On a un certain nombre de réticences parce qu'on ne connaît pas les bénéfices à terme, on ne connaît pas les risques qu'on peut prendre. Alors, il y a quelques molécules qui se profilent, ça peut risquer d'être comme l'hépatite C, vous l'avez appris ces derniers temps, c'est la révolution, on peut éradiquer l'infection d'hépatite C en 12 semaines. On n'en est pas de là pour le VIH. On a quelques molécules qui peut-être activent un tout petit peu ces 3 cellules très difficiles à cibler. Donc non, on n'en est pas là. Et les conditions expérimentales ne sont pas assez définies, même si je reste convaincue qu'elles sont prometteuses. Alors là, c'est très intéressant et je vous rejoins, les positions américaines et françaises sont extrêmement différentes. Les Américains ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé avec des médicaments que nous n'aurions jamais osé essayer chez les patients, chez nos patients. Et donc les discussions sont importantes parce que à chaque fois ils remettent les discussions sur le plan scientifique. Il faut trouver, oui, mais on ne peut pas trouver dans n'importe quelle condition et on ne peut pas chercher dans n'importe quelle condition. Je trouve que les essais de cellules in vitro, d'effets anti-latence in vitro doivent être beaucoup plus renforcés avant de commencer à inoculer des médicaments comme ça. Ils n'osent pas, donc c'est des petites doses. À court terme, donc le médicament n'est pas efficace. Si ça se trouve, on élimine des médicaments qui à terme seraient efficaces, utilisés dans de meilleures conditions. Donc voilà, on a les conditions les pires pour tester, donc ça démarre assez mal. J'avoue que c'est vrai que le surplus d'argent qui existe de l'autre côté de l'Atlantique, sans doute à l'origine de tout ça, mais sans doute aussi un mode de réflexion assez différent. Et malgré tout, je continue à être convaincue que les enjeux économiques sont majeurs. Si on arrive à éliminer l'infection de l'organisme, vous imaginez que voilà, on n'aura plus besoin de 40, 50, 60 ans de traitement à vie de toutes les personnes infectées. Alors au nord, on a une question assez préoccupante, c'est l'épidémie qui continue à sévir dans le milieu gay, chez les MSM, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. On a une vraie épidémie en plein Paris. Ça peut vous surprendre, mais oui, ça continue dans Paris. C'est pareil à Bruxelles, à Amsterdam. Les prises de risque sont de nouveau remontées de façon importante. Et donc là, il faut vraiment qu'on ait des conditions de travail qui nous permettent de limiter cette transmission sexuelle. Et c'est le traitement. Il faut traiter tout le monde, donner l'accès au dépistage. Alors le dépistage, ça fait l'objet de X discussions. C'est quoi le dépistage? Est-ce qu'on peut le faire à l'insu? Est-ce qu'on peut les laisser personnes seules? Est-ce qu'on peut faire du dépistage hors les murs? On s'est battu dans cette salle énormément pour faire ce dépistage hors les murs dans les associations. On a un travail avec l'ARCAT à Checkpoint, c'est une boutique dans le Marais pour les MSM.
C'est des programmes où il y a du counseling, de l'information. On essaye de faire du linkage to care pour qu'immédiatement ils soient pris dans un système de soins et mis sous traitement. Et donc, je pense que de ce côté-là, les associations ont encore pris le leadership et que le gouvernement, les gouvernements sont encore en retard et suivent derrière avec des CDAG qui ne sont pas tout à fait à jour dans ces politiques de dépistage. Je crois que là, il y a vraiment un travail important. Pourquoi? Parce que ce dépistage, eh bien, il faut le faire cibler. Et il faut le faire cibler vers des populations vulnérables. Ces populations vulnérables, bien sûr, personne ne s'en préoccupe. Les transgenres, les toxicos, les transgenres brésiliens, non mais qui se préoccupe de ça? Les toxicos, les prostituées, et puis les hommes prostitués et les hommes qui s'exposent beaucoup, parce que finalement... je vais vous exprimer un résultat qui ne va pas vous plaire du tout. Le rendement est beaucoup plus efficace, on trouve beaucoup plus de positifs chez les populations exposées qu'en population générale. Donc on a perdu notre argent en faisant du dépistage en population générale. Donc là, ça a posé de nombreuses questions éthiques. Et à mon avis, elles ont plutôt bloqué la situation. Elles ont bloqué le système avec beaucoup de réticences. Et moi, je pense qu'il faut plutôt banaliser le dépistage plus que le stigmatiser. Bien sûr, j'ai bien conscience que la banalisation a aussi des inconvénients, mais on a besoin de travaux en sciences sociales pour nous aider sur cette question-là. L'épidémie au Sud. Alors là, on est complètement dans un autre système de travail. Je pense que là, les enjeux de la recherche sont la réduction de l'épidémie, avec des études qui sont tout à fait différentes en Ouganda, en Afrique du Sud, mais voilà. Le résultat, la solution est très simple. Il suffit d'augmenter l'accès au dépistage, l'accès aux soins et l'accès au traitement. Quand on a dit ça, économiquement, ça représente beaucoup de choses, mais on est dans des pays où l'épidémie sévit chez des personnes très vulnérables. Les femmes en Inde sont carrément mises à la rue quand elles sont trouvées positives, donc il ne faut surtout pas faire de tests. La séropositivité chez les homosexuels en Afrique de l'Ouest, n'en parlons pas, mis en prison, pendus et autres. Le Sénégal, les politiques de discrimination sont monstrueuses dans ces pays-là. Donc autant vous dire que toutes les recherches qu'on essaye de mener à la NRS sur ces groupes à risque sont très difficiles parce qu'ils ne veulent pas venir dans nos recherches, parce qu'ils ne veulent pas le dépistage, parce qu'ils ne veulent surtout pas se traiter, parce que ça se verrait. Et donc, voilà, on se retrouve avec des files actives, avec un état avancé de la maladie, contrairement à ce qu'on pourrait faire si on avait des possibilités humaines et sociales bien meilleures. Donc, les possibilités appropriées de participer à la recherche devraient être offertes aux groupes qui sont sous-représentés. Ça, je veux vous dire, ça persiste. C'était très bien cette phrase, mais elle me paraît que paternaliste et intentionnelle, mais pas plus, quoi. C'est vraiment difficile, même si j'y crois encore, j'ai encore des programmes au Sud de biologie médicale. Hein, j'essaye de développer un test de charge virale. On a vraiment on a un grand programme avec United à 9 millions de dollars pour installer de la biologie médicale. C'est compliqué. Hein, vous avez très bien dit, le jeu consiste pas à transporter notre modèle, mais à faire le leur. Et donc, l'accès au traitement, évidemment, tout à fait inégalitaire. Les besoins en traitement sont énormes, mais on a surtout besoin de médecins, besoin en médecine, en biologie, en recherche, en structure de soins, en ressources humaines, y compris agents de santé. Et donc, j'aurais tendance à dire que nous, sur lequel on travaille le plus, comme mon programme United, c'est plutôt de la recherche opérationnelle. Parce que là, justement, elle intègre, on a travaillé des économistes avec de la recherche en économie de santé. Voilà, ma casquette de virologue, j'ai appris beaucoup d'économie, mais en même temps, c'est bien, on doit s'adapter à chaque contexte. Là, le programme United, par exemple, on est sur 4 pays, on a 4 gouvernements qui nous imposent 4 mesures différentes. Alors, en matière de prévention, là, on a 2 exemples assez importants qui nous posent pas mal de problèmes. On a la prévention de la transmission avec le fait que, toute recherche médicale impliquant des êtres humains doit préalablement faire l'objet d'une évaluation soigneuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués. On a le programme TASP. TASP, c'est Treatment as Prevention. Et là, l'idée est de traiter tout le monde. Dès qu'on trouve un positif, on le traite, comme ça il ne va pas transmettre. Et donc c'est un dépistage systématique de tous, de l'environnement. Évidemment, c'est des essais menés en Afrique du Sud où la prévalence est si grosse. Et donc on va mesurer l'incidence, notamment chez les couples sérodifférents, où l'un des partenaires est positif.
Et donc là, on a beaucoup d'enjeux. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on va tester une fois, 2 fois? Est-ce qu'on continue à tester les négatifs? Dans quelles conditions? Enfin, ces programmes, il faut déjà, rien que dans la conception, avec les éthiciens et avec les locaux, comprendre comment la culture va pouvoir intégrer toutes ces questions de dépistage à long terme, parce que si on veut trouver tout le monde et empêcher tout le monde de contaminer, il faut vraiment faire avec eux. On ne peut pas imaginer ça. Alors, nous, au Nord, on a un autre programme qui nous pose énormément de questions éthiques, c'est le programme Hypergay de l'ANRS. Alors là, on teste non plus... on traite les gens qui vont s'exposer. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Hein. C'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est des personnes séronégatives, et seulement en période d'activité sexuelle. Concrètement, on va demander aux participants du programme de prendre des comprimés avant, pendant et après chaque période d'activité sexuelle, et évidemment que l'on prévoit ou non d'utiliser des préservatifs. La moitié des participants sont tirés au sort, recevra du Truvada, et l'autre moitié du placebo. Donc là, on rejoint les questions sur le placebo. Si ça marche, oui, ils n'ont qu'à prendre des préservatifs. Vous voyez, la construction du programme a pris plus de 2 ans. Personne ne sait qui reçoit quoi. Et donc cet essai nous pose énormément de nombreuses questions sur les comportements qu'on va induire à long terme chez ces patients, sur la toxicité de ces médicaments, sur les pratiques de prévention, et puis est-ce que vraiment c'est une voie de prévention acceptable. Et pourtant, voilà, les médicaments marchent. Si on donne un médicament à une maman, on voit bien que l'enfant exposé au virus va être non infecté. Donc pour conclure, les recherches de l'infection à VIH, à mon avis, sont complètement entourées des préoccupations éthiques. Elles ne sont pas du tout faciles à résoudre tant l'infection touche la sexualité, la vie privée des personnes exposées et la vie privée des personnes atteintes. Et donc, évidemment, je ne vous ai pas parlé de recherche sur le vaccin, ça n'avance toujours pas beaucoup, donc reste toujours aussi peu productif, donc ça ne nous pose pas tant de questions que ça. Les recherches sur les nouvelles pistes thérapeutiques, pourtant, là, pour le coup, ça nous pose pas mal de questions. C'est indispensable tant les enjeux économiques, au moment d'une crise mondiale aussi grave, sont importants. Et pourtant, il faut pouvoir traiter l'ensemble des sujets infectés, au nord comme au sud. Et les leçons du passé nous apprennent qu'aucune bonne recherche n'est menée sans la participation active des patients, qui doivent être considérés comme des véritables acteurs de la recherche. Et vraiment, c'est ce qu'on a essayé, nous, de faire au mieux. Et donc, pour moi, la déclaration d'Helsinki s'est particulièrement appliquée aux recherches sur l'infection à VIH. Cependant, il convient de rester très vigilant, car les nouveaux domaines, tels que celui de la guérison, de la cure, de l'éradication, nous posent de nombreuses nouvelles questions éthiques qui nous bloquent un petit peu dans le démarrage de nos recherches. Je vous remercie.